tout cas du sujet, mais alors, moi je me dis que si la gauche devait passer, Anicet, il faudrait minimum qu'il soit Premier ministre, parce qu'il pourrait... Il faudrait peut-être qu'on lui repose la question, qu'est-ce qu'il ferait d'ailleurs s'il était Premier ministre. Bon, bon, ça c'était un peu pour la plaisanterie, mais... Non, moi je me disais, j'essaierais de réfléchir en me disant, mais pourquoi, quelle est leur motivation qui les a amenés à imaginer cette réforme territoriale, cette refonte de notre République, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Derrière, il y a tout ce que tout le monde a en tête, mais je pense que c'est bien qu'on se le redise. Il y a la volonté d'organiser un projet de société profondément inégalitaire, dont l'organisation répond fondamentalement aux exigences de rentabilité du capital, et notamment du capital financier aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le principe de base, c'est-à-dire c'est le principe politique. Et moi, ce que je constate dans mon activité au quotidien, c'est qu'ils anticipent toujours. C'est-à-dire que je pense que ce projet vient de très loin. Il vient de très loin. Il a des décennies derrière lui. Alors après, je partage, après, ils s'adaptent au coup par coup, tactiquement, ils adaptent leur stratégie, ils tiennent compte des rapports de force. D'ailleurs, on le voit par exemple en Île-de-France, comment ils ont travaillé autour de la question du Grand Paris Express. Mais leur projet, ils l'ont en tête depuis longtemps. Et ils ont en tête aujourd'hui la façon dont ils veulent travailler l'organisation territoriale de la France, qui s'intègre dans un projet européen, en tout cas c'est mon avis, qui s'intègre dans un projet européen dans les 20, 30, 50 ans qui vont venir. Et moi, je trouve qu'on a toujours beaucoup de retard à la CGT. On a toujours beaucoup de retard. Donc, alors, je vois, moi, personnellement, je vois deux raisons fondamentales. Il y en a une qui est économique, je ne reviens pas, je l'ai dit, l'organisation des territoires pour la satisfaction du capital. Il y en a une dont on parle beaucoup moins, et moi, je remarque d'ailleurs que l'excellente banderole de la Fédération des services publics y fait référence. Je pense qu'on ne débat pas assez du pivot que représente la remise en cause de la démocratie, qui est un des éléments fondamentaux de cette réforme territoriale et de cette organisation territoriale de la France, de l'Europe. Je vais citer un exemple, par exemple. Le fait, alors ça c'est une traduction du moment. Le fait que, par exemple, on va voter le 22 mars sans savoir, le 22 et le 29, sans savoir quelles vont être les responsabilités, in fine, dans le détail, des conseillers départementaux qu'on va élire, c'est la démonstration d'une négation profonde de l'exigence de démocratie. D'un côté, on a de la part des peuples, notamment du peuple français, une exigence de démocratie. De l'autre, il y a des mesures politiques qui visent à corseter, à créer un carcan pour tous les changements politiques envisageables, en tout cas souhaités. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, on a un cas d'espèce avec la Grèce, votez tout ce que vous voulez. Il y a les institutions européennes qui veulent vous empêcher que le changement se produise. À une échelle un peu moins importante pour nous, mais aussi, tout aussi significative, on crée, avec cette réforme territoriale, les structures politiques qui visent à entraver le plus possible toutes les alternatives et les changements politiques dans notre pays, et les changements sociaux. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête dans la CGT, parce que sinon on ne voit pas sur quoi on va buter. Et moi, je pense que quelque chose qu'il faut qu'on porte très fort dans la CGT, c'est cette exigence démocratique. C'est cette exigence démocratique. Souvent, alors ça, c'est très tactique chez eux. Souvent, ils nous obligent à mettre le nez sur quelque chose d'assez immédiat, qui nous paraît assez immédiat. Mais ça, ils le camouflent. Vraiment, ils le camouflent beaucoup. Ils n'en parlent pas. L'enjeu démocratique, ils n'en parlent pas. Par contre, ils l'ont en tête. Quand ils centralisent les décisions, les lieux de pouvoir, les décisions, par exemple, au niveau des métropoles, je prends un petit exemple, celui que je connais bien, parce que je suis aussi secrétaire général de l'Union régionale Île-de-France, quand ils centralisent au niveau des métropoles, qui retirent des pouvoirs aux communes et aux départements, c'est pour éloigner les centres de décision des citoyens. Il y a une négation de la démocratie, de la citoyenneté qui est évidente. Évidente. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour empêcher que ça change. Voilà. C'est y compris, c'est la fameuse phrase de Sarkozy. Vous voyez bien, en France aujourd'hui, quand il y a des grèves, on ne les voit pas. C'est la même logique. C'est animé de la même logique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
De toute façon, nous, on a les leviers de pouvoir, ils sont éloignés des citoyens, et on décide de ce qu'on veut. Voilà, donc moi je pense qu'il y a ça. Alors, je pense aussi, je ne veux pas être trop long, mais que le Grand Paris a servi de matrice à la réforme territoriale. Il y avait tout dedans. La métropole, la disparition des départements de la petite couronne, pas de Paris d'ailleurs, j'attire l'attention, Paris n'est pas remis en cause en termes de département, mais la petite couronne, c'est-à-dire les 3 départements environnant Paris, les intercommunalités gigantesques à marche forcée, la remise en cause des prérogatives des communes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme territoriale? Le Grand Paris, c'est le discours de Sarkozy, juin 2007, où il dit « Moi, je vais reprendre en main la destinée de la région Île-de-France ». Mais derrière, lui, il sait déjà ce qu'il veut travailler au niveau national. Hein. Donc, il lance un galop d'essai, il regarde comment ça fonctionne. Évidemment, la région capitale, c'est la région stratégique vitale pour une réorganisation globale du territoire. Et en même temps, après, une fois qu'il a mis ça en place, régime d'exception pour la région Île-de-France, et après, il déroule, y compris maintenant, il déroule avec la réforme territoriale. Et ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement actuel, il a repris, voire amplifié la réforme territoriale telle qu'elle était conçue par Sarkozy. C'est ça qui est, contrairement à ce que Hollande avait dit d'ailleurs quand il a été élu. Donc voilà, moi, dernière chose, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que tout ça, ça intervient, c'est ma réflexion, moi je la livre, dans un contexte particulier de crise, hein, de crise qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Donc, puisqu'ils n'arrivent pas à la solutionner, et leur objectif, c'est pas de nous sortir de la crise d'ailleurs, je pense que, enfin nous, l'objectif, c'est pas de nous sortir de la crise, par contre, c'est de nous imposer les conséquences de la crise, y compris en créant les structures politiques qui vont empêcher tous les changements. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc nous imposer les conséquences de la crise, y compris, et la réforme territoriale est un des rouages pour nous imposer les conséquences de ces crises qui va encore s'amplifier. Je terminerai en disant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours, il y a un article dans les Échos qui est paru, j'attire votre attention là-dessus peut-être, qui rejoint d'ailleurs l'analyse de beaucoup d'économistes de gauche, on va dire, hein, et qui nous dit qu'il va y avoir immanquablement une crise subprime 2 d'ici l'horizon 2016-2018 qui va être beaucoup plus violente que celle qu'on a connue. Voilà, alors il n'y a personne, même un économiste n'est pas devin, et je crois qu'il y a des logiques et des mécanismes qui font dire à ces économistes, alors que ça paraisse dans les Échos en plus, vous voyez, moi je lis souvent les Échos, c'est très instructif parce qu'il y a toutes les stratégies patronales dedans, qu'on lit ça dans les Échos et que ça soit corroboré, confirmé par des économistes plutôt de gauche, je crois qu'il faut aussi qu'on ait ça en tête parce que ça veut dire que les logiques politiques qu'ils sont en train de mettre en place, ils vont essayer de les renforcer et donc ils vont essayer de renforcer la remise en cause de la démocratie partout où ils vont pouvoir le faire. Dernière chose, ça nous oblige à réfléchir dans la CGT comment on va travailler. Hein. Alors, c'est pas pour s'adapter éventuellement à la réforme territoriale, c'est pas ça hein, du tout. Hein. Par contre, moi je pense que sans attendre, parce que ça fait partie des réflexions de la CGT, hein, mais sans attendre qu'on ait bougé ou pas d'ailleurs, les organisations professionnelles ou territoriales de la CGT, même si elles restent ce qu'elles sont aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Mais on a une obligation de savoir comment ces organisations professionnelles et territoriales, elles ont le devoir de travailler ensemble à partir des enjeux qu'on a identifiés dans le débat d'aujourd'hui. Parce que sinon, si une fédération travaille sur les conséquences pour son propre champ de la réorganisation territoriale, et si une organisation territoriale de son côté fait pareil, à mon avis, d'abord, on ne travaille pas les synergies, et après, chacun a un élément, un bout de la problématique, un bout de l'analyse, mais si on ne la met pas en commun, on s'handicape nous-mêmes dans la CGT. Donc sans attendre une modification des organisations de la CGT, moi je pense qu'on a déjà le devoir, je vais essayer de le porter maintenant, on a déjà le devoir de regarder comment on peut travailler ensemble d'une façon efficace dans la CGT. Organisation territoriale, organisation professionnelle. Je le dis toujours, je terminerai là-dessus, il y a des enjeux territoriaux dans les professions, il y a des enjeux professionnels dans les territoires. Et si on n'arrive pas à croiser ça,
à mon avis, on va avoir des problèmes dans la CGT rapidement. Et on en a déjà un peu aujourd'hui. J'ai fait un très modeste ramassage en quelque sorte, je vais essayer de vous restituer de manière un peu courte, et qui ne posera pas bien évidemment toute la richesse de ce qui a été apporté, y compris en termes de théorisation, en termes politiques. Alors avec le premier écueil, qui est celui du fait que j'ai pas forcément... vous avez les uns et les autres dans vos interventions, et d'ailleurs parfois à la table, un peu empiété sur les tables rondes de demain. Donc je vais faire attention justement de ne pas le faire, parce que je pense qu'il y a une richesse à venir et qu'il serait dommage de s'en arrêter là. Donc par rapport à la question posée, on voit bien en filigrane quel État. Et on dépasse bien évidemment le constat du moins d'État que l'on avait pu avancer au cours des dernières années de manière assez constante. Là, aujourd'hui, on nous dit, mais on le constate, l'État change de nature, l'État se métamorphose, ce sont les termes qui ont été employés. En tout état de cause, la conclusion, donc si nous pouvons parler de conclusion, doit nous conduire à réfléchir concrètement à l'État, initiateur et porteur du service public, comme une conception avant-gardiste, ça a été dit à cette table, d'une société solidaire. En ce sens, l'État normalisateur évoqué, ou régalien, comme nous l'entendons souvent aussi, par ailleurs, ne peut suffire. La démocratie a été très transversale dans les interventions que nous avons entendues. Le déficit de démocratie, tout d'abord, dans la conduite des réformes en cours, réformes pourtant structurantes et non simplement administratives. Dans la méthode retenue, sans réels échanges avec les acteurs que sont les citoyens, dont on ne demande pas l'avis, on a parlé de référendum, et des fonctionnaires que l'on refuse d'entendre, mais ça c'est une constante malheureusement depuis fort longtemps. La négation de la démocratie également dès lors que l'économie prend le pas sur le politique, avec la mise en compétition des territoires, des individus, des services, donc mise en compétition mais également mise en concurrence. La recherche du moindre coût immédiat, une marchandisation, je l'ai retenu également, et les droits collectifs sacrifiés pour l'intérêt, au bénéfice des intérêts particuliers. Également des niveaux de décision, voire de réglementation, qui questionnent, car pouvant faire la part belle au potentat, aux pressions, à l'opportunité, que je mets entre guillemets, le fameux principe d'opportunité, que l'on nous oppose assez régulièrement, et enfin des processus de déréglementation, de dépénalisation du droit économique et social, là aussi ça a été évoqué. La réforme territoriale de l'État interroge, et c'était le sens de la première intervention, avons-nous affaire à une recentralisation de l'État ou à un État régional intermédiaire entre État élitaire et État fédéral? Et j'ai bien noté que nous sommes questionnés pour approfondir ce qu'est l'État fédéral, en tout cas ce que l'on met complètement derrière cette question. C'est la mise en commun des réformes en cours. On a peu évoqué l'organisation territoriale des services déconcentrés de l'État, une seule intervention sur la nouvelle charte de déconcentration, mais toutes ces réformes donc en cours, cette mise en commun qui apporte certaines réponses à nos questions. L'État normalisateur, celui qui porte l'orthodoxie austéritaire par exemple, et se donne les moyens de son respect. Je suis désolée, je dis là. Celui qui met les territoires en compétition, donc, et les individus, et celui qui est représenté par le préfet de région, acteur dont les pouvoirs ont été renforcés. On a évoqué l'AIRBOC, mais c'est vrai qu'en effet, la LOLF est souvent évoquée comme étant un outil puissant dans la mise en œuvre donc, de ces réformes. Et de manière globale, ce préfet de région qui porte les politiques qui seront et qui sont socialement, humainement destructrices. Ça aussi, ça a été évoqué à plusieurs reprises. J'irai pas plus loin, mais en effet, vous en avez souvent parlé, la dimension européenne est prégnante. Et on voit bien en effet comment, en permanence, elle est mise en avant. J'aurais moi tendance à dire, elle est prégnante, mais elle ne fait pas tout. Anicet Le Pors nous a dit ce qu'il ferait s'il devait participer aux plus hautes décisions
tout en nous renvoyant, alors je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais tout en nous renvoyant à notre propre capacité de proposition. Qu'est-ce que doit être l'État? Qu'est-ce que l'État? Alors on entend parler souvent de l'État régalien, mais l'État stratège, l'État producteur, l'État émancipateur, l'État protecteur aussi, l'État garant d'une égalité non mathématique mais sociale. Toutes ces questions-là, bien évidemment, il nous revient de nous les poser et d'apporter les réponses CGT à ces questions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Nos échanges devraient être complétés, mais aussi éclairés, ceux des tables rondes à venir avec, comme évoqué à plusieurs reprises, les missions développées, les conditions de leur exercice, les statuts, le financement du service public. Beaucoup de choses riches à venir. Ceux qui ont engagé ces réformes sont porteurs d'une idéologie servant le capital et la finance. Les attaques violentes sont portées et s'amplifient. Donc la bataille que nous devons engager, cela a été dit, est idéologique, et elle impose d'y mettre à la fois des forces organisées et de la cohérence dans les différents niveaux où la CGT porte sa parole. Voilà ce que j'ai retenu. Peut-être certains seront...